Je pense qu'à partir de juin 2021, on devrait retrouver des carnets de commandes en pleine croissance. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bienvenue dans cet épisode très spécial de notre podcast d'Into the Minds. Aujourd'hui, je reçois celui qui est venu le plus souvent dans ce podcast. C'est un habitué, c'est Jean-Philippe Couturier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de prendre encore un peu de ton temps pour nous parler. Donc, tu as sorti une étude en France sur l'impact du Covid sur les métiers de l'informatique et sur les achats de prestations intellectuelles. Quel est l'état en fait du marché ? On est maintenant en septembre. Est-ce que ça redémarre ? Est-ce que ça redémarre pas ? Qui est-ce qui est impacté ? Le marché du conseil, des ESN, le marché de la prestation de services, c'est un marché un peu particulier. On s'aperçoit que d'un point de vue économique, ce marché suit la croissance ou la décroissance du marché avec un facteur 2 ou 3, mais avec 6 mois de décalage. Alors il y a plein de raisons structurelles, par exemple les projets au forfait où des clients ont déjà mis 2/3 du projet sur la table et donc on n'arrête pas les projets du jour au lendemain. Donc des projets ont été arrêtés, gelés. Nous, on a gel ou abandon, on a compté à peu près 27% sur le deuxième trimestre de projets gelés ou arrêtés. Les projets ensuite, certains ont redémarré, mais tout ne s'est pas arrêté. Et puis on a eu un truc un peu particulier qui est le télétravail. Et le télétravail, en fait, a permis la continuité des opérations sur bon nombre de projets. Donc tout ne s'est pas arrêté. En revanche, le carnet de commandes, lui, en septembre, est beaucoup plus vide qu'avant. En tout cas, il y a beaucoup moins d'opportunités commerciales. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un secteur où il y a une vraie bataille commerciale et il y a un vrai besoin de trouver de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Donc ça, c'est une réalité. Oui, alors ce qu'on voit, et ce qui n'arrivait sans doute pas en février avant la crise, c'est que il y a des profils hautement qualifiés en IT qui se retrouvent à chercher du boulot. LinkedIn a même créé un profil spécial avec un petit logo vert pour tous ceux qui sont ouverts au travail, donc qui recherchent un job. Est-ce que c'est une situation qu'on a déjà vécue avant 2020 ? Oui, on l'a déjà vécu. Moi, je ne vais pas faire le vieux dinosaure, mais en 93, on a eu une crise qui a mené beaucoup de jeunes diplômés à avoir des problèmes pour trouver du boulot, par exemple. C'est vrai, on a eu la crise de 2001. Il se trouve que là, pour le coup, c'est tout secteur confondu, mais l'IT ne fait pas exception. J'aurais tendance à dire qu'en France, on a eu une réponse économique et sociale assez incroyable qui nous a permis d'avoir beaucoup d'amortisseurs et de limiter la casse. Tu prends aux États-Unis, le nombre de gens qui faisaient de l'IT, de la data, qui étaient des profils hyper demandés que tout le monde s'arrachait, alors il y en a plein sur le marché parce que beaucoup d'entreprises ont réduit leurs effectifs d'un tiers, de la moitié et là avec beaucoup de profils IT et data. C'est une réalité. Est-ce que c'est durable ? Je crois pas, mais en tout cas c'est conjoncturel et c'est aujourd'hui. Dans ton étude, tu dis 13% des projets qui ont été abandonnés. Ton étude date du mois de juin. Je sais que tu vas refaire une update, une mise à jour bientôt. 13% des projets qui ont été abandonnés, 21% des projets qui ont été gelés. Est-ce que il y a une reprise en vue ? J'ai vu aussi que le pourcentage de décideurs qui attendaient une reprise en septembre, entre la première version de ton étude en avril et la deuxième, ça a un petit peu baissé. Moi, ce que je constate, c'est que oui, il y a une reprise depuis le mois de septembre, mais c'est pas une reprise en V. Moi, j'avais prédit une reprise lente en septembre et une reprise un petit peu plus franche à partir de janvier lorsque les budgets seront dispo. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je veux pas être tout négatif. La première chose, c'est que Bercy, en fait, qui annonçait il y a 3 mois un PIB à moins 10, a revu lundi ses prévisions pour être à moins 8,7. Donc, c'est moins catastrophique que prévu. On a eu un niveau d'activité. Eux prévoient que le niveau d'activité de fin 2019, on le retrouvera au premier trimestre 2022. Donc, on sait que, voilà, la fin de l'année va être compliquée. Le début de l'année prochaine va être compliqué. En revanche, je pense qu'à partir de juin 2021, on devrait retrouver des carnets de commandes en pleine croissance. La question qui va se poser sur ce marché spécifique du service. Alors, c'est un marché qui est un peu particulier parce que c'est un marché qui connaît souvent, pour beaucoup d'entreprises, un taux de turnover, donc ces équipes avec des gens qui partent et qui sont embauchés, qui est important. Ce sont des gens qui, beaucoup d'entreprises connaissent un turnover entre 20 et 30%. Et donc, sur ces taux-là, on voit bien qu'en arrêtant de recruter et en ne confirmant pas des périodes d'essai et en laissant les gens qui ont démissionné partir, eh bien, globalement, on arrive à réduire sa masse salariale de façon très mécanique
mécanique de 15 à 20%. Et donc, on est moins sujet à de gros plans sociaux, etc., puisque le turnover nous permet de mécaniquement nous adapter au marché. En revanche, en cas de reprise, on est plus lent, ces entreprises sont plus lentes à recruter, et comme elles sont plus lentes à recruter, je pense que les freelances qui sont les premiers à avoir trinqué, entre guillemets, de cette crise du Covid, sont les premiers à voir leur mission s'arrêter, vont être les premiers aussi à restaffer parce que le marché de l'emploi va mettre un peu de temps à revenir. Moi, je pense qu'on va retrouver de la croissance, une belle croissance en 2021. Bercy, prévoit notamment d'être à +8, je crois, sur 2021. Et de là, on va avoir une belle croissance aussi de ce marché des ESN du conseil et avec un carnet de commandes à plein, à mon avis, à partir de septembre. Et puis des niveaux comme 2019, plutôt 2022, parce qu'encore une fois, il y a besoin de recruter, il va y avoir besoin de retrouver des forces vives, de ramener tout le monde sur des missions. Et ça prend un peu de temps. Moi, je l'espère aussi. Maintenant, toi, tu anticipes un retour à la normale en juin 2021. Bon, il y a quand même des secteurs qui ont trinqué. On le voit aussi dans ton étude. Ces secteurs-là, ils vont pas repartir ou ils vont pas revenir au niveau d'avant la crise. La question se pose vraiment parce que je pense que aujourd'hui il y a une chose qui est certaine, c'est que la communauté scientifique, en tout cas les médias relaient les discordances d'une communauté scientifique qui ne s'accorde pas. Est-ce qu'il y a une seconde vague, pas de seconde vague? Est-ce que c'est plus mortel, moins mortel? Est-ce que c'est etc. Néanmoins, on soigne de mieux en mieux. On a des prévisions à 6-9 mois pour un vaccin. Et je pense que ce coronavirus affecte l'ensemble de l'humanité, que beaucoup de gens ont mis de côté. C'est-à-dire que l'épargne n'a jamais été aussi élevée. En France, c'est plus de 100 milliards d'épargne qui sont arrivés depuis la crise du Covid. Aux États-Unis, j'ai lu un truc qui dit que c'est 1000 milliards d'épargne, 1000 milliards de dollars. Je pense qu'il va y avoir un regain de consommation, mais qui va être un peu même une folie de consommation à partir du moment où les gens vont pouvoir, entre guillemets, et ça va booster les marchés. Bémol de cette seconde vague, bémol de ce qui est en train de se produire aujourd'hui, mais je pense qu'on a des raisons d'être optimiste sur 2021 avec de meilleurs traitements, avec un vaccin. Et en tout cas, je pense que être hyper pessimiste ne nous aidera pas à relancer la machine et relancer l'économie. Quels sont justement les secteurs qui ont plus trinqué que d'autres? Et puis, comme dans n'importe quelle crise, il y en a aussi qui profitent en fait de la crise et qui se portent bien. On peut penser par exemple au retail. Alors le retail, c'est très dichotomique. Il y a le retail en e-commerce et en distribution directe à la maison, super. Le retail sur des magasins, etc. Tout le monde n'a pas réussi pareil. Mais je suis d'accord, c'est un secteur qui a été relativement épargné, voire même qui a cru. Le secteur du retail, de l'alimentation, typiquement dans la boucherie, par exemple. La fédération de la boucherie dit que les artisans bouchers ont fait entre plus 35 et plus 50% de chiffre d'affaires. Et les secteurs pour qui ça a été très très compliqué et pour qui ça continue à être compliqué, c'est bien évidemment l'ensemble du secteur du transport qui a été un laissé pour compte. Je veux dire, ça s'est bien arrêté et le tourisme en règle générale, même si la consommation était plutôt bonne sur juillet-août, le monde de la restauration a connu des moments et continue à connaître des moments très très durs. L'automobile, la construction aéronautique, enfin tout ce qui tourne au transport et qui tourne et tous les secteurs connexes en fait ont connu des croissances fortes. Mais encore une fois, avec un niveau d'épargne hyper important qui fait que je crois beaucoup à un retour d'une consommation importante, voire d'une surconsommation conjoncturelle une fois qu'on retournera à une vie un peu normale. En tout cas, ce qui est clair, comme tu le dis, c'est un peu dichotomique. Il y a des grands perdants, il y a des grands gagnants. Tu parlais du transport. On a fait une autre étude sur le transport aérien où on avait prédit que le transport aérien classique allait s'effondrer. C'est effectivement ce qui se passe. Et puis, le low cost, à la fin, tire ses billes du jeu avec certains acteurs qui sont retournés à 95% de taux de remplissage, 70% de destinations servies, alors que les compagnies classiques sont plutôt aux alentours de 25-30%. Ça, c'est un élément intéressant, puisque quand je dis que ce sera dichotomique, en fait, sur ce monde du service, par exemple, on a vu une explosion de la cybersécurité, parce que tout le monde se met à faire du télétravail et à utiliser massivement des outils digitaux, mais avec tous les problématiques de sécurité de données que ça pose. Je ne crois pas que 2021, que la reprise de 2021 ou 2022, en fait, soit une reprise d'une simple croissance économique. Je vais m'expliquer. On pourrait se dire, le PIB repart en croissance et donc finalement, tout le monde va en bénéficier. Je pense que on est maintenant sur quelque chose qui va être à deux dimensions. Il y a la croissance de l'économie, bien évidemment, qui va tirer les entreprises vers le haut. Et c'est vrai pour les ESN, les cabinets de conseil, les bureaux d'études, les boîtes d'ingénierie dont on parle dans ton podcast. C'est vrai aussi qu'il y a ceux qui feront comme avant et il y a ceux qui auront compris que le marché change dramatiquement.
Dans ce monde des sociétés de services, par exemple, la transformation digitale de leurs clients de ces sociétés de services va les pousser à former de plus en plus, ou à devoir former de plus en plus leurs consultants, avoir des consultants qui s'hyper spécialisent de plus en plus, avec un staffing qui est de plus en plus complexe, des projets qui sont plus courts. On a moins de projets au long cours et plus de projets en mode agile avec du staffing ad hoc. Une nouvelle concurrence des plateformes de freelance qui, je le dis, je le répète, devraient tirer leur épingle du jeu en 2021 à la reprise. Et en fait, cette nouvelle concurrence et cette complexification du staffing et de l'hyperspécialisation, je crois, amène ces sociétés à ne pas voir l'avenir pareil. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont réellement s'engager dans leur propre transformation digitale et dans leur industrialisation du staffing, de la formation, qui vont apporter ces compétences de transfo digital à leurs clients et de façon industrielle. Ceux-là seront les grands gagnants. Je pense que pour les autres, ce sera de plus en plus compliqué. Et c'est vrai dans beaucoup d'autres marchés. C'est-à-dire que il y a une transformation du marché en même temps qu'une croissance de l'économie. Et ne compter que sur la croissance de l'économie pour dire mon entreprise va tirer son épingle du jeu, je crois que c'est pas suffisant. Il faut aussi se poser la question de ce que seront les drivers de croissance pour l'avenir. Ouais, je pense que tu soulignes un truc qui est complètement fondamental et complètement nouveau aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, on voit des offres d'emploi pour des freelances, mais enfin surtout pour des freelances, où le travail à distance est possible. En fait, c'est marqué dans l'annonce, c'est travail en remote. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais vu auparavant, où il fallait être chez le client 5 jours par semaine et si on tombait sur un client super compréhensif, il t'autorisait à faire un jour à la maison sur 5. Mais aujourd'hui, ouais, la concurrence maintenant, elle est plus locale, puisque elle est, voilà, c'est n'importe quelle plateforme de freelance ou n'importe quel freelance, même à l'autre bout du monde, peut te faire concurrence sur ton marché à Paris, en province ou dans un autre pays. Exactement, mais ça rejoint, alors on revient à ce sujet, un sujet qui est hyper délaissé, parce que ces sociétés de services, elles sont de mon point de vue très en retard sur leur transformation digitale et sur l'industrialisation de leur cœur de métier qui est le staffing. Pour autant, elles voient maintenant de nouvelles opportunités de désilotage. Par exemple, le télétravail permet pour un client parisien de faire travailler en télétravail un consultant qui est à Rennes, qui est à Nantes, qui est à Aix, etc. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça change la donne. Ça change réellement la donne. Je pense aussi sur vraiment du modèle organisationnel, mais du modèle aussi de travail ou de compétences poussées. Je pense même à du modèle d'offre de service. Je crois qu'on va trouver de vraies transformations. Et là-dessus, la question qui se pose, c'est à quoi ressemblera l'avenir si l'avenir ne ressemble pas à ce qu'il est aujourd'hui. Même en matière de facturation, comment est-ce que tu peux justifier encore aujourd'hui de facturer une journée complète, sachant que la personne à distance peut être flexible et peut changer de client pendant la journée? Je pense qu'il va y avoir un impact massif sur la manière aussi de vendre ces services, de facturer. Et la facturation la journée, moi, je la vois de plus en plus compliquée, ou en tout cas de moins en moins défendable. Je suis d'accord avec toi, et on va aller sur des quarts de journée, des demi-journées, et donc une façon de parcelliser le staffing, et donc en fait un besoin d'industrialiser. Et ces sociétés, encore une fois, sont, de mon point de vue, ce sont des acteurs majeurs de la transformation digitale de leurs clients, mais elles peinent, elles, à se transformer, et elles sont encore, de mon point de vue, loin du compte. En revanche, ce que l'on voit aujourd'hui dans nos études, et ce que l'on voit aujourd'hui chez beaucoup de SN et de cabinets de conseil, c'est un mouvement très rapide, très fort, très brutal, vraiment très nouveau sur la transformation digitale. C'est-à-dire qu'elles prennent cette crise à bras-le-corps, elles ne se laissent pas prendre dans une spirale descendante de la crise, elles se disent il faut que je me transforme, et on voit nous passer énormément d'appels d'offres et de projets de transformation pour assurer leur propre transformation. Et ça, c'est quand même un élément extrêmement positif, je pense. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a certaines compétences, enfin, tu parlais tout à l'heure du fait qu'on allait vendre des quarts de journée, des demi-journées, que les projets allaient être aussi beaucoup plus courts en mode agile avec une hyper spécialisation des consultants. Est-ce que justement il y a encore une place pour des gens qui sont généralistes, ou au contraire, est-ce que demain le marché ne sera plus fait que de gens qui sont hyper spécialisés dans une techno, dans une plateforme, et que tous les autres qui maîtrisent un peu de tout et beaucoup de rien vont être mis sur la touche? Je crois qu'on aura toujours besoin de spécialistes et de généralistes. C'est-à-dire que c'est un peu comme en médecine, simplement le médecin généraliste c'est devenu une spécialité en médecine. C'est-à-dire que tu décides de faire comme spécialité médecine générale. Et je pense que c'est pas justement maîtriser un peu de tout et beaucoup de rien, parce que dans ce que tu dis là, souvent, c'est beaucoup de rien. Et en fait, je crois, moi, à un besoin de compétences qu'on appelle horizontales et de compétences verticales. Donc, on aura des généralistes, mais qui maîtriseront pas beaucoup de rien, mais beaucoup de tout. Et on aura
aura des spécialistes qui, là, seront des hyper spécialistes qui maîtriseront pas beaucoup de tout, mais énormément de tout, de quelque chose de spécifique, pardon. Et donc, je crois qu'on a besoin, pour faire travailler les spécialistes, d'avoir des généralistes, mais des généralistes qui sont de vrais généralistes, formés comme on forme les médecins généralistes. Ils maîtrisent pas beaucoup de rien, ils maîtrisent réellement leur domaine qui est la médecine générale. Et donc, je pense qu'on aura besoin de ces deux. On a besoin d'un chef d'orchestre qui est un généraliste et qui va ensuite orchestrer le travail d'hyper spécialistes parce que les projets sont de plus en plus pointus et le marché est de plus en plus demandeur. Mais on le voit partout, même aujourd'hui dans les startups. La réalité, c'est qu'il y a 10 ans, on cherchait des gens qui avaient finalement, où on acceptait d'avoir des fondateurs qui avaient peu de connaissances sur des secteurs d'activité sur lesquels ils rentraient, en se disant ce sont des gens qui ont une nouvelle vision du marché, donc qui vont disrupter par leur nouvelle vision et qui vont pas se laisser emporter par les freins de ce marché. Aujourd'hui, c'est quasiment fini. On cherche vraiment des fondateurs qui sont des spécialistes ou des hyper spécialistes du domaine qu'ils vont traiter. Parce que, encore une fois, le niveau est vraiment monté. Qu'est-ce qu'il va falloir comme compétences justement pour les généralistes? Est-ce qu'il y a des typologies de compétences ou des technos qu'il va falloir peut-être pas maîtriser, mais en tout cas connaître et pouvoir manipuler? Moi, j'ai toujours un petit sujet avec les technos. Nous, on considère chez Wooz que la transformation digitale, ce sont les nouveaux usages et nouveaux comportements qui sont induits par l'hyperconnexion des individus et des objets. Donc en fait, on parle bien de nouveaux usages et de nouveaux comportements. Moi, je pense que ces généralistes ont besoin de travailler sur le pourquoi, sur le quoi et certainement pas sur le comment, qui est souvent fourni par les spécialistes. Donc les spécialistes, les développeurs vont maîtriser des technos qu'ils maîtrisent déjà. Donc techno, j'en sais rien, moi, Java, Enco, Angular, et plein de technos, des frameworks aussi. Par contre, je crois que chacun va rentrer dans une spécialité aussi industrielle. C'est-à-dire que le développeur doit développer de façon industrielle. Le product owner répond aussi à un cahier des charges industriel. Le Scrum Master est un vrai Scrum Master qui comprend les méthodes Scrum, qui comprend la philosophie de Scrum. Et ces généralistes, en fait, sont capables de faire travailler plein de spécialistes entre eux, mais en ayant toujours comme objectif ces nouveaux usages, ces nouveaux comportements et le pourquoi du projet. Et je pense que le pourquoi est souvent, malheureusement, un peu mis à l'écart. Alors qu'on sait qu'un grand leader, c'est d'abord quelqu'un qui répond au pourquoi. Je pense qu'un grand généraliste, c'est quelqu'un qui répondra au pourquoi. Et je suis pas sûr que la compétence technique soit le fer de lance du généraliste. En revanche, l'hyperspécialiste a besoin, et on manque cruellement, mais cruellement, de spécialistes dans le monde de la data, dans le monde de l'IT, où on a besoin de plus de développeurs, de plus de data scientists, etc. Et là, il y a un nombre de jobs ouverts incroyable, et on aura encore plus besoin, parce que je pense que cette crise du Covid accélère la transformation digitale et les besoins en transfo digital de toutes les entreprises. Ça, c'est une réalité. Ouais, ça c'est une réalité, c'est évident. On va revenir après, si tu veux bien, aux types de projets qui ont été abandonnés, à ceux qui ont encore de beaux jours devant eux. Mais en termes de compétences, je pense qu'il y a aussi une sorte de débat que moi je vois apparaître par rapport à certains outils. Prenons par exemple les ETL ou tout ce qui est data visualisation, où moi je note de plus en plus de frilosité de la part des clients pour recruter ou pour faire venir chez eux des gens qui, par exemple, maîtrisent très très bien un outil, un ETL, et pas forcément un autre ETL. Il y en a 50 sur le marché. La même chose pour la data vis. Pour prendre un exemple, ils veulent absolument quelqu'un qui fait Power BI et ils considèrent pas du tout quelqu'un qui est un spécialiste de Tableau, même si Tableau est 10 fois plus complet, 10 fois plus compliqué que Power BI. Qu'est-ce que tu penses justement de cette frilosité des entreprises à ne pas comprendre en fait que tous les outils sont à peu près les mêmes et quand tu en maîtrises un, tu maîtrises l'autre aussi? Je pense que quand tu maîtrises un outil, tu maîtrises la philosophie des outils, mais tu ne maîtrises pas nécessairement l'autre. Je crois que là où je suis peut-être un peu dubitatif sur ton raisonnement, c'est que je suis d'accord avec toi sur la philosophie de la BI. Un bon ingénieur en data vis, c'est quelqu'un qui se demande pourquoi et quelle est la finalité de mon rapport. C'est pas quelqu'un qui est capable de mettre des diagrammes en barre parce qu'on lui a demandé. Et donc, la philosophie même de la data vis est quelque chose d'au moins aussi important que le fait de maîtriser tel ou tel outil. En revanche, tu as une telle offre de services sur le marché, c'est un peu comme aujourd'hui un pilote de ligne. Un pilote de ligne d'A320, il peut pas aller piloter un 737 parce que il a pas la certification pour piloter le 737. Pourtant, les avions de ligne se ressemblent et honnêtement, quand tu comprends comment vole un avion et que tu as fait un peu de physique et tous les pilotes de ligne en ont fait, tu
pourrait te dire, un pilote d'A320, il est capable de piloter un 737. Il sera capable s'il est formé et s'il a des heures de vol. Et donc, c'est la différence entre la connaissance et l'expérience. Je pense que maintenant, les clients vont chercher des gens qui, au-delà de la connaissance, ont l'expérience. Et l'expérience, tu ne l'as qu'après de nombreuses heures de vol sur tel ou tel software. Et je pense que faire du Power BI ou faire du tableau, les outils ont été développés par des équipes différentes, avec des philosophies différentes, avec des façons de penser différentes. Et cette expérience, elle te permet de gagner en fait cette chose en plus qui fait que ta data viz sera plus puissante, sera plus adaptée, sera moins consommatrice de ressources, etc. Donc en fait, moi je suis pas du tout, ça me choque pas du tout d'avoir des clients qui demandent des gens de plus en plus hyper spécialistes. Je trouve ça même plutôt bien. Et c'est d'ailleurs une bonne chose aussi pour ces sociétés de services, puisque finalement elles vont former des gens à la data viz avec plusieurs technos et elles vont pouvoir, en fonction des besoins du client, mettre un tel ou un tel. Là où je te rejoins en revanche, je crois que ces sociétés de services avant, elles mettaient effectivement quelqu'un sur un projet tableau, elles mettaient quelqu'un qui faisait le Power BI et puis vice versa. Là, les clients ils veulent plus de ça. D'où l'importance, encore une fois, de digitaliser, d'industrialiser son processus de cartographie de compétences, son processus de staffing autour de la compétence et plus de l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de changer énormément sur ce marché. On cartographie, on va staffer une compétence portée par un individu, bien évidemment, mais on va pas staffer un individu. Et ça, c'est très très différent. Et là, on a besoin de solutions modernes, on a besoin de se digitaliser. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, il va falloir apprendre, il va falloir maîtriser tous les outils? Non, ça veut dire que tu as de la place pour quelqu'un qui fait du Power BI et tu as de la place pour quelqu'un qui fait du tableau. Simplement, ton client, il va te dire, mais moi j'ai tableau, je voudrais quelqu'un qui soit spécialiste de tableau. Moi j'ai Power BI, je veux quelqu'un qui est spécialiste Power BI. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est une obsolescence croissante des compétences, une obsolescence croissante des outils sur le marché et donc un besoin de formation de plus en plus important. Et ça, c'est un pan important. Moi, quand je suis rentré, j'ai commencé ma carrière chez Capgemini. La réalité des choses, c'est que tu avais 3 technos qui se battaient en duel avec j'ai un peu d'expérience, donc Java faisait ses premiers pas. Je suis rentré à l'ENSIMA, qui est l'École nationale supérieure d'informatique et de maths appliquées de Grenoble, au moment où Java démarrait. Bon, Java maintenant, c'est un langage qui est partout, mais chez Capgemini, quand j'ai démarré, il y avait 3 langages informatiques. Je caricature, mais c'était à peu près ça. Et il y avait 3 niveaux de seniorité. Aujourd'hui, tu as des centaines de langages avec des niveaux de seniorité différents, avec des hyper spécialisations sur les frameworks. Et donc, la réalité, c'est que le client est de plus en plus demandeur et la société de service doit répondre de façon de plus en plus précise à son client. Et ça demande de s'industrialiser. Donc, on répond différemment à ses clients. Et pour reprendre ta question, un individu, quel qu'il soit, va devoir faire de la veille sur ce qu'il maîtrise, pour vérifier et valider ses compétences et ne pas être obsolète trop rapidement parce que effectivement l'obsolescence des compétences ne fait que s'accroître. Ça, c'est une réalité. Donc oui, il faut faire plus d'efforts pour être au bout du jour et pour être sur le marché, alors qu'avant, un type qui maîtrisait COBOL, honnêtement, pendant 20 ans, il y avait du boulot et ça bougeait pas beaucoup. Ça, c'était il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, c'est plus vrai, en fait. Je veux dire, tu prends, j'en sais rien, moi, les versions successives d'Angular, par exemple, il faut se reformer dessus et effectivement, ça demande un véritable effort de formation et d'auto-formation. Que ceux qui maîtrisent COBOL et qui nous écoutent soient rassurés, il reste encore du boulot. Aussi pour ceux qui font de l'assembleur, il y a toujours du boulot pour eux, il n'y a pas de problème. Et par rapport aux projets, donc je le disais en introduction, 13% des projets qui ont été abandonnés, 21% des projets qui sont gelés. De quel projet est-ce qu'il s'agit? Quels sont les projets qui continuent au contraire? Déjà, sur ces sociétés de services, tu as des gens, tu as les grandes ESN, Atos, Cap, Accenture, etc., qui font pas que du projet en tant que tel. Ces sociétés de services, elles font aussi de l'infra. Donc l'infra a été relativement résistante. C'est pas parce que tu as une crise du Covid que Société Générale peut se permettre d'arrêter ses data centers et que ces data centers ne tournent plus. Donc tous les sujets d'infra et BPO ont été plutôt résistants. Il y a des projets qui ont accéléré, comme les projets de cyber par exemple. Et puis il y a des projets qu'on dit en régie, c'est-à-dire payés à la journée et pas du tout au forfait. Eux, beaucoup se sont arrêtés pour les projets qui étaient naissants et surtout ceux qui n'avaient pas encore démarré. En fait, le staffing que tu devais faire la semaine suivante, il a été bloqué en disant ça on arrête. Les projets au forfait, eux, qui étaient bien démarrés, ont été suivis et ont continué. Tout ce qui, je crois, en tout cas nous ce qu'on voit dans nos études, c'est tout ce qui a attrait à la transfo digitale, tout ce qui a attrait à l'innovation et à la transformation des entreprises a perduré. Ça a été plutôt une constante. Et je crois que quand tout le monde s'est posé la question, en fait, il y a eu un creux entre le 15 mars globalement et le 15 avril, mais les sociétés ont vite compris que le Covid allait être un accélérateur du digital.
et en fait se sont toutes remises très très vite sur leur projet de digital. Donc pour le coup, ça a été relativement résistant. En revanche, sur des sociétés de services comme la com et les relations presse, on le voit sur l'ingénierie industrielle, on le voit sur, au départ, je dis bien le RH, des projets qui qui ont été gelés ou arrêtés. Oui. Tu parlais justement d'un projet d'infra dans une banque. Ce que j'ai vu, c'est une banque néerlandaise qui, pendant la crise, a informé ses 700 consultants que 3 semaines après, les tarifs seraient réduits de 20% de manière unilatérale, que les consultants auraient encore le droit de travailler 4,5 jours par semaine et plus 5, que les heures supplémentaires seraient plus payées et que tous ceux qui n'étaient pas contents pouvaient partir à partir du 1er juillet, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que c'est un exemple extrême ou est-ce que toi, tu as eu des échos d'exemples similaires dans d'autres sociétés? Il y a d'autres sociétés qui l'ont fait. Après, de ce qu'on voit de nos études et de ce qu'on voit dans l'interrogation qu'on a eue avec les directeurs achats, ça s'est assez peu pratiqué. Tu en trouveras toujours, il y aura toujours des gens pour faire ça, mais ça s'est assez peu pratiqué et je vais même aller plus loin que ça. Ce qu'on a noté, nous, auprès des directeurs achats, c'est plutôt une tendance bien opposée qui a été, par exemple, pour les freelances, d'accélérer leur paiement et pour le coup, de rassurer ceux qu'on pouvait rassurer. Il y a des projets qui se sont arrêtés, c'est une réalité, mais à côté de ça, les entreprises, je trouve, en général, et les directions achats ont eu un rôle, ou en tout cas ont pris à bras le corps leur rôle sociétal et ont essayé de faire le maximum. Maintenant, il faut aussi se le dire, il y a des sociétés qui ont été dans une situation financière et qui ont considéré qu'elles seraient dans une situation financière très très compliquée et qui ont pris aussi ces décisions pour ne pas mourir. Et donc à un moment donné, la question est, si j'ampute pas la jambe, le type risque de mourir, et si j'ampute, il risque de plus avoir de jambes, mais il va vivre. Qu'est-ce que je fais si je suis chirurgien? Il y a un moment, il faut prendre une décision. Il y a des sociétés qui ont été obligées d'amputer, elles n'ont pas eu le choix. Donc, je veux pas rentrer dans un discours démagogique et je veux pas pointer du doigt sans connaître les situations, alors que réellement, il y a des entreprises qui sont retrouvées dans des situations de cash extrêmes et elles ont pris le sujet à bras le corps. Pour les banques, par exemple, il y a eu une vraie discussion. Quelle va être l'ampleur des défauts de paiement et donc quel est notre avenir? Je parlerai pas de situation que je connais pas, mais vraiment, nous, on voit aussi des directeurs achats qui ont vraiment joué le jeu avec les entreprises, avec les freelances, qui ont protégé les plus faibles, les plus petits. Et ça, il faut le noter parce que je pense pas que toutes les crises étaient aient vu une dimension sociétale aussi importante dans les grandes entreprises. Donc, moi, j'ai trouvé ça très positif. Donc, toi, tu prédis une reprise pour juin l'année prochaine. Tu nous dis que en gros, il va y avoir encore plus d'hyper spécialisation. On a parlé aussi de la remise en question du modèle de facturation, tout simplement. On a vu aussi qu'il y avait des entreprises qui étaient plus touchées que d'autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on clôture ce podcast? En mot de la fin, en fait, tu as dit je prédis une reprise. Alors moi, je la prédis pas, je l'espère, et j'aimerais que tout le monde l'espère parce qu'on sait aussi que les conditions de reprise sont liées aussi beaucoup au mindset des gens, à leur mental et à leur façon de voir l'avenir. Et je pense que si on est tous pessimistes, on va reprendre plus tardivement, plus faiblement. Si on est tous positifs et qu'on s'engage dans quelque chose de vertueux, je pense qu'on accélérera la reprise. Le gouvernement a fait, je veux pas faire de politique, mais je dis que le gouvernement a fait énormément pour la reprise avec des plans de relance. Il a pris à bras le corps le sujet de l'économie des entreprises avec du chômage partiel, avec du PGE, beaucoup plus vite encore que sur la crise de 2008, parce que le gouvernement et les structures du gouvernement ont appris de la crise de 2008. Je pense qu'on est beaucoup plus rapide. On n'a surtout pas fait comme en 29. En 29, on a réduit la masse monétaire et ça a été un drame. On a réduit la dépense, etc. Là, on a fait tout le contraire et je pense qu'on est en bonne voie pour reprendre. Je bémol près, encore une fois, de ce qui va se passer sur cette seconde vague. Et donc, le mot de la fin, c'est distanciation sociale, respect des règles, parce que c'est comme ça qu'on réduira le virus, la circulation du virus, et c'est comme ça qu'on reprendra encore plus vite. Et il faut reprendre vite pour tout le monde, je crois. C'est essentiel. Jean-Philippe Couturier, tu es le patron de Wooz, leader des solutions d'optimisation. La digitalisation du staffing, c'est ta spécialité. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et de nous avoir parlé de l'étude que tu as publiée très récemment. Merci Pierre-Nicolas, merci à tous. Au revoir. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.